bonjour à tout le monde, hein, bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour, bonjour Paul, bonjour Pierre, bienvenue pour ce webinaire qui va être animé donc, par William, William Higgins, donc le PDG, le co-gérant de Independence AM. Voilà, on va parler de quality value aujourd'hui, contrairement à la croissance. Je pense que vous allez parler de croissance, William également, hein, mais de quality value. Non. Voilà, donc, je fais exprès de vous poser la question, bien évidemment. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. La value, la croissance, etc., etc. Les marchés boursiers qui sont complètement euphoriques actuellement. Bon, eh bien, écoutez, on va lancer ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet questions, hein, et je vais les noter. Et si jamais c'est en rapport avec le sujet qu'est en train de développer William, alors je la poserai directement. Voilà. Bon, bonjour William, bienvenue. Eh bien, écoutez, je vous laisse la parole pour ce webinaire donc sur Independence AM, la quality value. Ok, merci de m'avoir invité. Donc, la première slide doit être corrigée puisqu'elle parle des secrets d'une gestion qualité value performante. Et en fait, ce qui caractérise la gestion value, c'est que les bases sont connues depuis 48, depuis 1948. Attendez, j'ai un petit problème d'écran qui a attendu trop longtemps. Voilà, j'ai rallumé. Donc, depuis 1948, depuis que Benjamin Graham a écrit The Intelligent Investor, il n'y a plus de secret. Simplement, il y a des gens comme moi qui ont mal lu le livre et qui ont cru à un moment qu'ils avaient créé une nouvelle théorie de la gestion et qui, en relisant le livre, ont découvert que tout avait été déjà écrit il y a quand même très longtemps. Pour comprendre, on va tout de suite qualifier ce que je vais dire, c'est-à-dire jusqu'à, disons, 2018, il était clair que la gestion value surperformait les autres gestions. Depuis la forte croissance des 7 valeurs les mieux valorisées du marché américain, on peut se poser des questions. Si on est vraiment value, on pense que c'est un accident théorique, c'est un accident historique et que la qualité value finira par surperformer les autres stratégies. Mais je reconnais que depuis 5 ans, aux États-Unis en tout cas, il ne fallait pas être value. Nous allons examiner les fondements théoriques de la gestion value. Nous essaierons après de voir comment on peut l'appliquer et après nous répondrons aux questions. Pour comprendre pourquoi la gestion value fonctionne, il suffit de répondre aux 9 questions que vous avez devant les yeux. On n'a pas la place d'en mettre 10, c'est pour ça qu'il n'y en a pas 10. En fait, pourquoi est-ce qu'on pose ces questions ? Normalement, les gens à qui on pose ces questions doivent donner des réponses qui sont 9 fois sur 10 bonnes. La réalité, c'est qu'ils donnent 7 réponses fausses sur 10. Donc, l'intérêt de ce questionnaire, c'est simplement de démontrer que l'être humain est présomptueux. Le fait d'être présomptueux est un avantage compétitif, parce qu'on tente des choses qu'on ne devrait pas tenter. Mais en matière de gestion, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que la présomption chez un investisseur, c'est de croire qu'il est capable de prévoir l'avenir. Ce qui est assez étonnant, si vous n'êtes pas un investisseur et que vous prétendez prévoir l'avenir, tout le monde va rire de vous. On est il y a quelques professions qui ont le droit de prévoir l'avenir, les tireurs de cartes, les gens qui lisent dans les boules de cristal, etc. Les autres, normalement, s'ils prétendent prévoir l'avenir, ils font rire, ou alors c'est des stratèges. Ouais. Mais les gérants de portefeuille, eux, tout le monde admet qu'ils sont capables de prévoir l'avenir, et notamment de dire quel va être le bénéfice par action dans 3 ans de la société X. Les gestionnaires value sont beaucoup plus modestes et pensent que c'est impossible. Eux, ils essayent, mais ils n'y arrivent pas.
Et donc, ils essayent d'avoir un autre système pour choisir des valeurs. En d'autres termes, si vous regardez Vusion aujourd'hui en France, et vous regardez le price earning 2023, et que vous enlevez les profits sur les bons de souscription d'actions, le price earning est de 60. Donc, quelque part, il y a des investisseurs qui pensent que le bénéfice va être multiplié par 6, disons, dans les 5 ans, et que dans 6 ans, le price earning de 60 va se transformer en un price earning de 10. Les gestionnaires value pensent qu'on n'en sait rien, et que donc, c'est pas là-dessus qu'ils vont fonder une stratégie d'investissement. Le petit problème qu'ont les gérants value ou les investisseurs value, c'est que le concept est flou. En fait, tous les investisseurs pensent qu'ils sont value, c'est-à-dire qu'ils achètent un titre et que la valeur intrinsèque est supérieure au cours de bourse. Les gens de Vusion, ils achètent ça 60 fois le résultat et ils pensent qu'il y a de la value dans ce qu'ils achètent. Euh, donc, on va essayer de donner une définition qui est assez étroite, la plus étroite possible, qui permette de déterminer assez facilement si un fonds est value ou s'il ne l'est pas. J'admets que cette définition est très étroite et qu'on peut avoir d'autres définitions. Alors, qu'est-ce que c'est, d'après moi, la gestion value? Mais d'après moi, Warren Buffett est à peu près d'accord. La gestion value consiste à investir dans des sociétés mal valorisées sans faire appel aux prévisions pour démontrer une sous-valorisation. C'est-à-dire, vous devez pouvoir dire que la société est sous-valorisée en regardant simplement les ratios historiques. Les ratios, on peut utiliser un peu le ratio, enfin pratiquement, enfin je ne veux pas dire tous les ratios se valent, il y a des ratios plus efficaces que les autres, mais on peut utiliser un price earning, on peut utiliser un price to cash flow, on peut regarder l'actif net, on peut même regarder la CAPI sur le chiffre d'affaires, ou, mais c'est un critère qui marche pas très bien, si le rendement est élevé. En France, bizarrement, on n'a pas de traduction d'un titre value, ou dire qu'une action est value. On va dire que c'est une valeur de rendement, mais bon, comme je viens de dire, le dividende est un assez mauvais critère. Donc la gestion value, on achète les titres qui sont sous-valorisés par rapport aux données historiques et on les vend quand elles ne sont plus sous-valorisées. Les ratios sont calculés sur des données historiques ou sur l'année en cours. En fait, les gestionnaires value par rapport à des gens normaux n'acceptent pas de dire qu'un titre est sous-évalué parce que dans 5 ans, le bénéfice va progresser fortement ou parce que la société est en perte et qu'elle va être bénéficiaire dans quelques années. Pourquoi la gestion value réussit? J'ai la faiblesse de dire qu'elle réussit. J'admets que c'est pas aussi évident qu'il y a 5 ans. Disons, on considère qu'au cours des 10 dernières années, les gestions growth ont marché et ont battu les gestions value. Donc, on va préciser que, d'après nous, les gestions value progressent, enfin, sont efficaces à condition de bien lire ce que les pairs de la gestion value ont posé, c'est-à-dire il faut que les titres soient sous-valorisés, mais que les sociétés soient rentables. Et on définira par la suite ce que nous entendons par rentable. Pourquoi la gestion value, elle réussit? Parce que contrairement à ce que la plupart des investisseurs pensent, personne n'est capable de prévoir l'avenir. Et on a démontré que les modèles naïfs, c'est-à-dire, je suis désolé, mais mon écran s'arrête de temps en temps, que les modèles naïfs, c'est-à-dire de dire toutes les sociétés vont croître comme le PIB, battent les modèles les plus sophistiqués. Les modèles les plus sophistiqués, c'est simplement toutes les prévisions des banques. Vous regardez les prévisions d'un broker,
vous comparez ça par rapport à quelqu'un qui aurait dit tout le monde va croître comme le PIB, et vous voyez que globalement, les brokers n'ont pas réussi à battre ce modèle naïf. L'argument d'autorité, parce qu'il faut avoir des arguments d'autorité, c'est Warren Buffett qui a dit dans le monde des affaires, le rétroviseur, la vue dans le rétroviseur est toujours plus claire que ce qu'on voit devant. Alors, on va simplement regarder sur très longue période pour voir si les gestions value sont efficaces. Donc, il y a un livre que j'aime bien qui s'appelle What Works on Wall Street. Ma version, c'était 1951-2003. Bon, de temps en temps, il fait des mises à jour, mais je suis pas sûr qu'il en ait fait une. On voit que le marché américain a progressé d'à peu près 6000% sur la période, que les bas price earnings ont fait 8000, que les hauts price earnings n'ont fait que 800, que les bas cours actifs nets ont fait 22 000, que les plus bas prix sur cash flow ont fait 17 000 et que les plus bas prix sur chiffre d'affaires ont fait 22 000. Et les hauts rendements, c'est un peu, bon, c'est mieux que le marché, mais c'est pas extraordinaire, ce n'est que 7-8. Donc on peut dire que des stratégies finalement assez bêtes, c'est-à-dire prix sur actif net, prix sur attendez, excusez-moi, prix sur actif net, prix sur cash flow ou prix sur chiffre d'affaires marche très bien. Prix sur chiffre d'affaires, ce qui est amusant, c'est que personne ne sait pourquoi ça marche et que à un moment je voulais créer un fonds faible prix sur chiffre d'affaires, mais je n'ai pas trouvé d'investisseur. Donc des critères finalement assez simples donnent des résultats impressionnants, c'est-à-dire si vous prenez prix sur actif net, vous faites quand même presque 3-4 fois le rendement du marché. Alors, William, juste une petite question de la part de Lionel. Quand vous parlez d'actif net, c'est l'actif net comptable ou l'actif net réévalué? L'actif net comptable. Hein, la value, c'est très simple. Hein, donc c'est le price to book en anglais, voilà. ok. Donc c'est simplement, vous regardez un bilan et vous dites, que vous comparez la capitalisation boursière par rapport au dernier bilan connu. Voilà. Les fondements théoriques, en fait, tout a été dit par Benjamin Graham dans Intelligent Investor en 49. Bon, à part que Benjamin Graham a publié beaucoup de versions de son livre connu et qu'il a pas mal changé, disons, de la fin des années 40 au début des années 60. Mais, disons, la base, c'est de dire il est très dur de faire des prévisions, il faut avoir une décote par rapport à une valorisation raisonnable, et surtout, ce qui est facilement oublié, c'est il faut acheter des sociétés qui ont une forte rentabilité des capitaux engagés. Le problème de Benjamin Graham, c'est quand vous lisez il vaut mieux investir dans une société qui, quand elle investit 100, ça rapporte 15, que dans une société, quand elle investit 100, ça rapporte 5, vous n'avez pas l'impression que c'est quelque chose d'important dans le livre. En bref, vous lisez ça, vous dites c'est évident, et vous passez à autre chose, et vous cherchez quelque chose d'intelligent dans le livre. En fait, c'est probablement ce qui est le plus intelligent. C'est-à-dire, on a, disons, les gens qui n'aiment pas la stratégie value, et on les comprend, se disent la société est très mal valorisée parce qu'elle vaut rien. Vous achetez des sociétés qui achètent des canards boiteux, et le marché qui est hyper efficace, c'est déterminer si une boîte est un canard boiteux ou non. La réponse est non, le marché n'est pas si efficace que ça. Il y a des sociétés qui ne sont pas des canards boiteux parce qu'elles ont une rentabilité de capitaux engagés élevée et qui ont une faible valorisation. Donc ça, c'est la base de la gestion value. Il se trouve que les gens ont un peu oublié les bases de
Intelligent Investor. Donc, il a fallu attendre les années 2000 pour qu'on parle de quality value, en d'autres termes, en disant, OK, pour être value, c'est faible valo, mais qualité, forte rentabilité des capitaux engagés. Mais en fait, tout avait été déjà écrit à la fin des années 40. Comme je l'ai montré dans le tableau précédent, il y a eu un livre qui s'appelle What Works on Wall Street qui a démontré assez facilement que les stratégies value fonctionnaient sur longue période. Néanmoins, à la fin des années 1990, les gens se sont dit c'est pas possible qu'il y ait un free lunch, enfin qu'il y ait un repas gratuit ou quelque chose qui soit facile à obtenir, enfin qu'on puisse battre le marché si facilement que ça. Et on a essayé de démontrer que les values, c'était des gens qui prenaient plus de risques que le marché et que globalement, il n'y avait pas que le marché était si efficace que la value ne l'était pas, sauf à prendre des risques inconsidérés. Bon, il a été extrêmement difficile de dire que la value était plus risquée qu'un investissement dans le marché général. Généralement, les values ont tendance à baisser un peu moins que le marché en période de baisse et montent finalement aussi vite que le marché en période de hausse. Il y a eu un progrès, ou du moins, on a, disons, les fondements théoriques de la gestion value ont, d'après moi, été mieux posés au cours des dernières années grâce à l'analyse comportementale. L'analyse comportementale, bon, la question que j'ai posée au début en disant aux gens, répondez aux 10 questions, enfin il y en a 9 dans ce tableau, mais et a priori vous allez avoir beaucoup trop d'erreurs, ce qui démontre que vous êtes trop sûr de vous. La deuxième base de la psychologie financière, enfin la deuxième ajout de l'analyse comportementale, c'est de dire que globalement, les êtres humains ne peuvent pas démarrer tous les matins en faisant table rase. Donc, on a des repères, et les repères en matière de bourse sont un inconvénient. En d'autres termes, si une société a très bien marché pendant les 5 dernières années, vous allez penser qu'elle va très bien marcher pendant les 5 ans qui viennent, et ce n'est pas sûr. Donc, on va passer aux quelques questions qui permettent de comprendre pourquoi nous faisons tous des erreurs. Donc ça, les questions que je pose, enfin les réponses, parce que les questions, tout le monde peut les poser, les réponses sont trouvées dans What Works on Wall Street. Les sociétés dont le bénéfice s'est accru rapidement pendant 3 ans, c'est-à-dire plus rapidement que le marché, constituent-elles un bon investissement? Les sociétés dont le cours a monté rapidement constituent-elles un bon investissement? La surperformance, c'est-à-dire la croissance du bénéfice par action des sociétés qui ont bien marché pendant 3 ans, est-elle durable? Alors là, sur le marché américain en tout cas, les sociétés dont le bénéfice s'est accru rapidement pendant 3 ans sous-performent au cours des années qui viennent. Les sociétés dont le cours a monté rapidement pendant 3 ans sous-performent pendant les années qui viennent. Et les sociétés dont le bénéfice par action accrue plus vite que celui du marché n'arrivent pas à continuer. Et c'est ça qui pose problème. Parce que fondamentalement, les belles sociétés, à un moment on parlait de high quality growth stock, sont généralement des sociétés qui ont les 3 caractéristiques ci-dessus. C'est-à-dire leur bénéfice s'est accru rapidement, leur cours a monté, voilà. Et donc, en dépit du fait que ces caractéristiques, normalement, j'admets que sur les 5 dernières années, ça marche pas. C'est pas la peine de poser la question. Oui, mais les 5 dernières années, ça marche pas. Disons, avant les 5 dernières années,
ces critères permettaient de déterminer une sous-performance. Mmh. Euh, Oui, parce que Après, William, la- je vais juste vous couper 2 secondes oui, parce que il y a Dominique qui posait comme question dans ces cas-là, comment classer, alors je sais que des valeurs comme LVMH, Hermès, Air Liquide, c'est voilà, comment les classer? Où est-ce qu'on peut les classer ces alors, valeurs-là? pour être clair, pour moi, c'est des outliers, c'est-à-dire les exceptions qui confirment la règle. D'accord. Disons les grosses, enfin ceux qui veulent investir dans les sociétés de croissance, vous citent pratiquement uniquement LVMH, Mmh. Air Liquide, faut que j'en trouve une troisième Hermès, quand même. ouais, ouais. Euh, Pardon? Hermès, Enfin, LVMH, Air Liquide et euh, bon, enfin, on peut en trouver une troisième, c'est pas très compliqué. Euh, mais le véritable problème, c'est qu'il n'y en a que trois. mmh, OK? mmh, Et si vous avez une stratégie qui ne marche que pour trois sociétés sur 875, soit vous avez de la chance et vous avez les trois qui marchent, oui, la troisième, c'est L'Oréal. Mais voilà, ce que ne voient pas les gens qui croient dans les stratégies croissance, mmh, c'est que les sociétés qui ont surperformé pendant les 20 ou 30 dernières années, sans accident pratiquement, ne sont que trois. Et pour des gens beaucoup plus vieux que ça, que les gens normaux, c'est-à-dire moi, à un moment, c'était Sanofi, mais ça, c'est craché méchamment. À un moment, c'était Carrefour, et ça s'est craché méchamment. En fait, le vrai risque d'investir dans les sociétés qui marchent très bien et qui sont très bien valorisées, c'est que le jour où il y a un ralentissement ou encore pire, une baisse des résultats, vous avez mmh, à la fois la baisse des résultats qui entraîne une baisse proportionnelle du cours, plus un effondrement du price earning qui entraîne une baisse très violente du cours. mmh, Voilà. Et c'est pour ça que d'après nous, et par ailleurs, non, mais la vraie question, c'est de dire, oui, mais il n'y en a que 3 sur 875. Est-ce mmh, que je peux avoir une stratégie qui ne marche même pas une fois sur 100? mmh. Alors, Euh, Alors, juste pour aller un petit peu, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus, mais donc il faut répondre simplement. Hein. Pour répondre à je pense que c'est Robin et puis Mehdi, est-ce que les 7 magnifiques ne sont pas un contre-exemple? Et pourquoi, par exemple, est-ce que c'est peut-être compliqué aussi de battre peut-être les ETF genre Standard & Poor's 500? alors, personnellement, bon, je parle de mon expérience parce que Oui, oui, honnêtement, bien je ne sûr, sais pas ce que c'est les pour autres ça. font. Euh, Traditionnellement, les values battent le marché. Bon. Mhm, Sauf les 5 dernières années, je qualifie toujours mes 5 dernières années. Donc on peut battre les ETF. mhm, Il se trouve que le Fonds Indépendance France, qui a 30 ans d'historique, a un mhm, alpha, c'est-à-dire a une surperformance par rapport au marché de 6% par an, d'après Morningstar. Voilà. mhm, Donc on arrive à battre le marché. Si vous regardez ça, tant pis, il fallait pas poser la question. Poum, 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 on va retrouver. Personne n'écoute ce que je dis, c'est dur. Voilà. Si vous regardez 10 dollars investis aux États-Unis de 51 à 2003, vous pouvez faire mieux qu'un ETF. mhm, L'ETF fait 6000%. Vous faites un prix sur ActiveNet, vous faites 22 000. mhm. Vous faites un prix sur cash flow, vous faites 18 000. Vous faites un bas prix sur chiffre d'affaires, mais je ne sais pas si ça existe des fonds qui vendent Mhm. ça. Vous faites 22 000. Donc, vous Mhm. pouvez faire mieux. Voilà. D'accord. OK. Il y a un bon marketing des ETF. Oui, c'est ça, justement. Oui, ouais, c'est un peu le problème. Tout le monde dit, voilà, battre l'ETF, Standard & Poor's 500, est-ce que c'est facile ou pas facile? Est-ce que vous pensez que les ETF, justement, c'est pas comme une bulle, justement, parce que tout le monde va plus ou moins vers ces ETF? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas, justement, se Alors, on diriger vers la value? commence. Alors, il y a une première.
Alors pour moi, disons à mon équipe, je dis vous avez une chance folle. Si les ETF se développent, vous allez battre le marché très facilement parce que vous avez des investisseurs qui lisent même pas le journal et Mhm. qui analysent même pas les bilans des sociétés. Et vous avez un boulevard devant eux. Mhm. Il y a une première étude qui est sortie et qui démontre que les sociétés les plus détenues par les ETF ont des cours qui varient de façon moins efficace que les autres. Bon, ils ont Mhm. regardé sur les sociétés qui dépendent des taux de change et les sociétés qui ont beaucoup d'ETF au capital ne réagissent pas quand le taux de change varie et que ce soit positif ou négatif, il varie Mhm. moins qu'une société moins détenue par les ETF. Donc le marché, disons, les ETF, la justification des ETF, c'est de dire les marchés sont rationnels, absorbent la quasi-totalité, absorbent l'information immédiatement, et donc Mhm. c'est pas la peine de faire de l'analyse. Mais si personne n'analyse, l'ETF n'a plus de justification. Et on Mhm. commence à avoir un effet de non-analyse. Voilà. D'accord. OK. Euh, Faut-il investir dans les sociétés bien gérées? C'est une bonne question. Euh, mais c'est extrêmement. En fait, à un moment, j'avais un concurrent qui disait moi, j'investis dans la qualité du management, etc. Dans la Mhm. qualité du management, je devrais parler français. Euh, et ça m'avait toujours paru troublant. Mhm. La première chose, c'est que comment je sépare la qualité du management de la rentabilité des capitaux engagés. Est-ce que je ne vais pas mesurer deux fois la même chose? Et, et j'ai des doutes, notamment parce qu'il y a un très très bon bouquin de James Montier qui s'appelle Behavioral Finance, le gros, parce qu'il en a écrit des tas, mais le pire ou le plus gros, euh, qui explique qu'il faut faire très attention quand on va voir les managements, parce que, un, ils sont optimistes, deux, nous ne sommes pas capables en tant qu'être humain de savoir si quelqu'un ment ou dit la vérité. Et trois, comme nous sommes des êtres humains, nous avons tendance à n'entendre que ce qui va dans le sens de ce que nous croyons. Et Mhm. dernier point, si on va voir beaucoup les managements des sociétés, on finit par croire qu'on est capable de faire des prévisions et que pour réussir en bourse, il faut rester très sceptique sur ses propres prévisions. Mhm. Euh, Est-il possible d'identifier les sociétés dont le bénéfice par action croîtra plus rapidement que la moyenne dans le futur? Euh, En fait, j'ai une réponse très théorique à cette question. Euh, et en fait, quand on réfléchit, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de théorie de la croissance des entreprises. Mhm. En fait, le jour où quelqu'un aura une théorie de la croissance des entreprises, il aura le prix Nobel. Samuelson a fait une théorie de la croissance des États qui est séduisante et qui marche relativement. Euh, En fait, tout le monde se passe, probablement parce que la concurrence pure et parfaite est quand même un modèle assez efficace. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de théorie de la croissance qui tienne. Mais il n'y a pas de théorie de la croissance des entreprises. Donc, si vous donnez votre argent à quelqu'un qui vous dit, moi, je vais trouver les sociétés qui vont croître très rapidement, c'est vous croyez qu'il a quelque part dans son tiroir une théorie de la croissance des entreprises et que si jamais il a publié, il faut être lucide, il aurait le prix Nobel. Mhm. Donc il n'y a pas de théorie. Donc s'il n'y a pas de théorie, vous ne pouvez pas le faire. Euh, alors nous pensons que c'est possible pendant un certain temps. Simplement, euh, en fait, c'est grâce à la bureaucratie ou à la règle, aux règles qui se développent. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans un monde de concurrence pure et parfaite, dans la mesure où si vous voulez faire quelque chose, vous devez obtenir des autorisations, et des autorisations, ça prend du temps.
Donc, comme moi, je prends toujours l'exemple d'une société qui s'appelait FP2E, qui fabriquait des fenêtres, notamment en aluminium, et qu'à l'époque, pour gagner de l'argent, il fallait laquer les fenêtres. Ils ont mis 5 ans pour avoir un atelier de laquage des fenêtres. Bon, ce qui veut dire que si un concurrent se dit, tiens, FP2E gagne bien sa vie avec ses fenêtres laquées, moi je veux faire la même chose, il se dit, oui, mais quand je vais arriver dans 5 ans, FP2E aura avancé dans les courbes d'expérience, donc aura une productivité meilleure, donc peut-être qu'ils vont casser les prix pour m'embêter, donc je vais pas le faire. Donc simplement le fait que pendant un certain temps, vous êtes assez bien protégé. Par ailleurs, si vous êtes très rentable, ça c'est l'exemple pour moi, c'est LDC. Si vous avez une rentabilité des capitaux engagés supérieure à celle de vos concurrents et que vous êtes un fou de l'investissement, vous allez investir plus que vos concurrents. Au bout d'un certain temps, votre productivité va être plus élevée et vos concurrents vont disparaître ou vivoter, ce qui est le cas des concurrents de LDC qui maintenant expliquent qu'en France, on n'a pas vraiment de concurrents et on aura des concurrents le jour où un Européen débarquera en France. Donc, le côté « je suis très rentable » est quand même un facteur de protection par rapport à la concurrence parce que vous gagnez beaucoup d'argent et donc vous pouvez investir et si vous investissez intelligemment, vos concurrents auront une productivité plus faible que vous. Alors justement, comment vous mesurez cette rentabilité des capitaux engagés, comme vous dites, ou quel ratio vous pouvez utiliser, on peut utiliser pour justement… Alors, il y a un ratio qui est à peu près identique et qui est facile à calculer, c'est bénéfice sur fonds propres. Donc ça prend 2 secondes et vous pouvez faire ça de tête. Sinon, rentabilité des capitaux engagés, ce qui est probablement plus intéressant parce que ça permet d'éviter les effets de levier trop élevés. Vous regardez le résultat d'exploitation divisé par les fonds propres et l'endettement et les provisions. Voilà. Donc ça vous permet et plus voilà. Et ça vous permet de voir quels sont les moyens qui ont été mis en œuvre pour obtenir un résultat. Est-ce que ces moyens sont élevés par rapport au résultat ou est-ce qu'ils sont faibles? Il y a une autre question, qu'est-ce que vous faites du goodwill? D'après moi, il faut regarder la rentabilité des capitaux engagés avant et après goodwill. Parce que globalement, si vous achetez une société très chère, bon, vous avez fait une erreur, mais elle est passée. Voilà. Mais bon, pour simplifier, résultat sur fonds propres plus endettement plus provision, vous regardez le ratio et vous regardez si la rentabilité est élevée ou faible. Mais comme je viens d'essayer d'expliquer, il est très difficile de prévoir l'avenir. D'ailleurs, il n'y a que les investisseurs qui sont capables de le faire, pas tous. Mais si vous n'arrivez pas à prévoir l'avenir, le fait d'avoir un titre mal valorisé ne garantit pas que son bénéfice par action ne va pas croître. Donc, les sociétés mal valorisées constituent une bonne opportunité d'investissement, puisque la sous-valorisation ne garantit pas le sombre avenir. Alors justement, pour répondre à Lionel, est-ce que justement les small caps qui sont un peu sous-valorisées, est-ce que d'après vous, elles vont rattraper ou pas? On n'en sait rien. La caractéristique des investisseurs value, c'est qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Il est possible. Normal, la seule réponse, c'est de dire soit on considère que les marchés sont rationnels. Et dans ces cas-là, la valeur d'une action, c'est un dividende actualisé à l'infini. Et si les petites valeurs sont sous-valorisées par rapport aux grandes, elles finiront par surperformer. Soit le marché n'est pas rationnel, mais dans ces cas-là, on peut faire n'importe quoi parce que toutes les stratégies se valent. Je crois que les marchés sont rationnels.
on va revenir sur l'analyse comportementale qui valide l'approche value. En fait, les investisseurs mettent longtemps à se former une opinion sur une valeur et la gardent. Le problème, c'est qu'en réalité, il n'y a pas de persistance du taux de croissance. La surprise est la norme. Non, mais ce qui est assez amusant, c'est les stratégies grosses disent globalement, moi, je suis capable de prévoir un bénéfice par action dans 3 ans. Or, on a presque 29% des prévisions trimestrielles aux États-Unis ont un écart de plus ou moins 5% par rapport au consensus. Ce qui veut dire sur 10 trimestres, vous avez un 110e de chance de ne pas avoir de surprise négative. En fait, pourquoi la stratégie value fonctionne? Parce que la valorisation d'une société reflète les anticipations du marché. Une société value peut difficilement décevoir puisqu'a priori elle est pourrie, elle a des pricing catastrophiques. Donc en fait, ce qui nous arrive de temps en temps, il y a une baisse de résultats, ou ce qui pour nous est une baisse de résultats, mais le cours est stable parce qu'à la limite, on est les seuls qui ne savaient pas que le résultat allait baisser. Donc nous, on pensait que ça avait un pricing de 7, en fait il est 10, mais tout le monde s'en moque. C'est pour simplifier très brutalement. Ce qui est plus surprenant, c'est non, c'est pas surprenant, une belle société ne peut avoir de mauvais résultats. Donc, si jamais une belle société a de mauvais résultats, il y a une forte baisse des coûts. Et ce qui est plus étonnant, c'est une belle société a de bons résultats. Et si c'est pas surprenant, le cours est stable. Mais même les sociétés qui ont les pricing les plus élevés, même si elles battent le consensus, le cours ne monte pas par rapport à l'indice. La source, c'est Dreeman, Contrarian Investment Strategy. Voilà. En fait, une très belle société ne peut pas surprendre le marché. En fait, les investisseurs souffrent tous du même biais, pardon. Ils pensent pouvoir déterminer quelles sont les sociétés de qualité ayant un fort potentiel de croissance non reflété dans les cours de bourse. Donc Nvidia, vous en achetez parce que vous pensez que le consensus est trop bas, même si même s'il est très beau. Voilà. Comment vous pouvez penser que vous battez le consensus sur Nvidia alors que vous connaissez strictement rien sur les puces qui permettent de faire de l'IA? On se demande, mais vous êtes présomptueux, c'est tout. Et comment est-ce que je peux le prouver? Sur les 9 questions posées en première page, on vous a demandé de donner d'être sûr à 90% de la bonne réponse, et en fait, en moyenne, il y aura 6 réponses fausses. Or, déjà, donner une seule réponse fausse était un signe de présomption. Après, si on reprend l'exemple de Nvidia, juste une petite parenthèse, si on reprend l'exemple de Nvidia, comme à l'époque les technologiques, tout le monde, pour arriver à performer un petit peu, notamment au niveau des gérants, quasiment tout le monde est obligé d'en avoir. Parce que sinon. Oui, sauf ceux qui n'en ont pas et qui attendent que ça s'effondre. Mais... Voilà. Ouais. Bon. Est-ce que c'est autorisé? Parce qu'à l'époque, voilà, je connais pas mal de gérants, personnellement. C'est dur. Moi, qui ont été mis à l'écart parce qu'ils n'avaient pas de techno, même si après, ils ont eu raison. Mais bon, il fallait qu'ils aient des technos dans les fonds, quoi. Sinon. Voilà, il se fait taper un petit peu sur les doigts. Est-ce que c'est sûrement pareil aujourd'hui avec Nvidia, non? Je sais pas. Oui, non, mais moi j'ai connu la bulle Internet et j'ai eu de la chance qu'elle se dégonfle relativement rapidement parce que j'avais une pression de mes investisseurs qui était élevée. Moyennant quoi, si vous êtes capable de tenir, il se trouve que de 2000 à 2003, j'ai battu le marché de 50%. Donc, soit vous êtes assez sûr de vous et vous pensez que vous finirez par battre tous vos copains, soit vous n'êtes pas sûr et dans ces cas-là, vous craquez. Mais c'est un choix.
Alors là, on va dire les secrets de la gestion de portefeuille, parce qu'il faut un peu dégonfler les bulles. Il faut quand même remarquer que pour analyser à fond une société, euh, bon, je pose la question, faut-il une semaine, un mois, un an? Pour moi, il faut au moins un mois. Si vous regardez un taux de rotation du portefeuille, la plupart des gérants ont des taux de rotation supérieurs à 25%, nous c'est 25%. Mhm. On a à peu près, nous on a 40 sociétés dans le fonds, mais il y a des fonds qui ont 60 à 100. Et le nombre de jours ouvrés dans l'année, ce n'est que 220. Mhm. Euh, donc, ce qui pose un petit problème, parce que si vous, si vous pensez que il y a 200 jours, parce que vous passez 20 jours, 20 jours à trouver des investisseurs ou à faire de Mhm. l'administratif, que vous avez plus de 50 lignes dans le portefeuille, un taux de rotation supérieur à 30%, un investissement réalisé pour 2 sociétés analysées, et que vous êtes tout seul, bon ça c'est une vision pessimiste, vous analysez les sociétés 2,5 jours par société. Bon, en fait, vous pouvez être 5, donc vous allez être pratiquement, vous aurez 12 jours pour analyser une société, mais c'est extrêmement court. Donc en fait, voilà, par rapport au discours de dire, moi j'analyse les sociétés et je suis capable de prévoir les sociétés qui vont croître à toute vitesse pendant quelques années, la réponse, oui, ça serait très bien si vous aviez le temps, mais personne n'a le temps. Voilà. Mhm. En fait, pour moi, l'efficacité de la gestion, c'est d'avoir une théorie assez quantifiée qui permette de déterminer assez facilement quelles sont les sociétés qui entrent dans la théorie. Et si vous avez choisi la bonne théorie, vous aurez des bonnes performances. Mais dire j'analyse à fond les sociétés et je fais un portefeuille de 40 sociétés, la réponse oui, mais où est-ce que vous trouvez le temps? Vous dormez pas, vous partez pas en vacances, et bon, si vous faites ça, vous allez être très fatigué. L'intérêt de l'investissement value, c'est qu'on peut prendre son temps. Alors, bon, les gens qui veulent être désagréables par rapport aux gens qui sont value, dont je fais partie, disent il y a des value traps, c'est-à-dire des valeurs sous-évaluées qui vont le rester. Mhm. La réponse a été donnée par une étude qui est sortie l'année dernière. L'essentiel des actions ne font rien. Donc, qu'elles Mhm. soient value, grosse et tout ce que vous voulez, 80% des actions font le marché monétaire, donc c'est 20% qui bougent. Donc, sur un portefeuille value, il doit y avoir 20% d'actions qui bougent. L'intérêt de la value, c'est surtout que globalement, c'est les mêmes sociétés qui sont value, parce que bon, si vous êtes dans le parfum, il y a des chances que vous ayez des price earnings élevés. Si vous fabriquez des boulons, vous n'aurez jamais des price earnings élevés. Mais néanmoins, ce qui se passe, bon, parce que j'ai quand même 30 ans d'expérience, Mhm. c'est que des sociétés qui sont mal valorisées pour des raisons diverses et variées, notamment parce qu'elles ont eu des problèmes dans le passé, peuvent devenir à la mode Mhm. et vous les vendez, puis elles sont plus à la mode et vous les rachetez. L'avantage de cette stratégie, c'est que par exemple sur le portefeuille France, on a plus de 40% des actions qui ont été détenues plus de 10 ans au cours des 30 dernières années. Et quand vous détenez une société plus de 10 ans, vous finissez par comprendre à peu près ce qu'elle fait. Mhm. Comme les ratios des values sont assez stables dans le temps, on a généralement un taux de rotation assez faible et au bout d'un certain temps, on connaît la société et si on connaît la société, on fait peut-être moins d'erreurs. Euh, En fait, par ailleurs, il y a un autre avantage de garder les sociétés longtemps, euh, c'est que si vous discutez avec le management des sociétés et si vous considérez que c'est utile, euh,
les dirigeants de société, notamment moi, pour être clair, hein, je ne m'occupe que des moyennes ou des petites. Les grandes, c'est autre chose, je ne connais pas. Les dirigeants de société préfèrent discuter avec des actionnaires stables qu'avec des actionnaires qui entrent et qui sortent plusieurs fois dans l'année. Et donc, on a de bonnes relations et on peut avoir un bon dialogue qui permet de mieux connaître les sociétés. Alors, William, juste, je vous interromps 2 secondes, parce que là, il y a plein de questions depuis le début qui fusent de tous les côtés, et je n'ai pas le temps de toutes les noter, mais par contre, tout à l'heure, vous avez parlé de price to sales, donc le prix donc, divisé par le chiffre d'affaires, qui était un prix sur chiffre d'affaires. Donc. Oui, donc voilà. Alors, donc, c'est un indicateur. Attendez, donc j'ai pas fini. C'est court. C'est pour répondre à DR qui dit, du coup, qu'est-ce qui vous fait dire qu'une entreprise est value, donc du moins, ou croissance, et si jamais vous l'avez dans votre portefeuille et qu'elle devient croissance, est-ce que vous liquidez votre ligne ou vous la gardez? Alors ça, c'est un peu le côté propre de notre stratégie. On va faire un peu d'historique parce que ça permet de très bien comprendre. Quand j'ai commencé, c'est-à-dire en 77, il y avait une valeur qui s'appelait Matra, dont le cours est passé de 8 à 20. Et je m'étais dit, à 8, c'était les values qui avaient acheté, à 12, ils avaient vendu, à 12, c'était les gens normaux qui avaient acheté, et à 16, ils avaient vendu, et à 16, c'était les fous qui avaient acheté à 16, et avec un peu de chance, ils avaient vendu à 20. Et moi, je m'étais dit, finalement, ce qu'il faut faire, c'est acheter à 8 et de la garder jusqu'à 20. Donc, voilà la réponse que je donne à la personne qui a posé la question. En fait, en caricaturant un peu ce qu'on fait, mais c'est pas très loin de ce qu'on fait, pour simplifier, on achète des sociétés, bon, quand on a de la chance 7 fois, mais c'est rare, généralement entre, disons, 9 et 12 fois en price earning. À 15, pour nous, ça commence à être cher et on commence à vendre lentement la ligne. Okay. Et notre caractéristique par rapport à d'autres styles de gestion, c'est que plus le cours monte rapidement, moins nous vendons. Donc en fait, on a une espèce de relation inverse entre la hausse du cours et la vitesse à laquelle on cède la ligne. Donc, par exemple, on va prendre l'exemple, la réussite des 2 dernières années. On a acheté du Rheinmetall juste après l'invasion de l'Ukraine, sachant que le Fonds France avait le droit de faire 10% de sociétés européennes. À l'époque, Rheinmetall, c'était une société, un équipementier automobile qui avait une petite activité, enfin, qu'on considérait qu'il avait une petite activité d'armement. Le cours est passé de 130 à 530 pratiquement aujourd'hui. On l'a gardé parce que le cours monte à une vitesse impressionnante et on commence à lâcher parce que d'une part la valo commence à être probablement supérieure à 20. Non, ah, ça va être compliqué. Voilà, parce que le pressuring est supérieur à 20 et honnêtement, on n'aime pas du tout les pressings supérieurs à 20. Mais bon, voilà, si le cours monte rapidement, on estime qu'il faut mieux être lent. Pourquoi ça marche? Parce que de temps en temps, quand le cours monte rapidement et qu'on trouve que la valeur est élevée, c'est que simplement on s'est trompé sur le résultat. Voilà. Ou en fait, on a commencé à faire du momentum parce que juste avant les OPA, il y avait toujours quelqu'un qui nous demandait si on voulait vendre un bloc d'un titre qui était invendable. Donc on s'est dit comment éviter les sessions avant les OPA. Et on s'est dit, le momentum, c'est le seul critère qui permet d'éviter ça. Donc ça, c'était le début du momentum. Et donc, en revanche, voilà, quand on a un titre qui est bien valeureux, qui est trop cher, on va être brutal, et qui s'arrête de monter, là, on sort à toute vitesse. D'accord. Alors, j'ai encore... Mais on avait une valeur...
Ouais. Alors j'ai encore deux Oui, petites j'entends pas la questions. Il y a question. de la part d'un participant. Il me dit, est-ce que vous regardez la marge par rapport à l'endettement? Première question. Deuxième question, est-ce qu'avec des screeners aujourd'hui, et notamment l'intelligence artificielle, on pourrait justement arriver à trouver tout simplement et sans faire beaucoup de travail des entreprises value? Ah oui, c'est sûr. Non, mais on peut très bien trouver des entreprises value avec une base de données quelconque. Non, mais c'est comme ça qu'on commence par faire ça, hein. Mmh, Donc, non, la value, c'est assez facile, hein. Faut pas, mmh, c'est pas très compliqué. Euh, alors, la question sur l'endettement, comme on cherche des sociétés qui sont très rentables, normalement, elles ne devraient pas être endettées. ah oui. Si une société est très endettée, c'est qu'a priori, ses investissements n'ont pas rapporté énormément, sauf Mmh, si elle a fait une grosse acquisition. Mais on n'aime pas les acquisitions. mmh, En fait, les acquisitions sont généralement problématiques parce que la personne qui vend connaît quand même mieux la société que la personne qui achète. Ça, c'est le premier problème. mmh, Et deuxième problème, maintenant, les ventes de sociétés sont pratiquement toujours mises, enfin, les sociétés sont pratiquement mises aux enchères. Et il y a quelque chose qui s'appelle The Winner's Curse, la malédiction du gagnant. C'est mmh. si vous gagnez une enchère, c'est que vous avez payé trop cher parce que personne ne veut payer le prix que vous avez Plus payé. cher. Enfin, Donc on n'aime pas les acquisitions. Et les sociétés qui sont très rentables, normalement, ne devraient pas avoir de dette, sauf si elles s'amusaient à verser des dividendes impressionnants. Mais bon, voilà. mmh. Ok. Encore pour terminer là-dessus, il y a Lionel qui a posé depuis tout à l'heure une petite question sur comment mesurer la réactivité d'une société, parce qu'apparemment, vous avez parlé de réactivité tout à l'heure, donc il a dit, hop, comment on peut mesurer la réactivité d'une entreprise? On voit, euh, disons, de temps en temps, on voit des sociétés qui ont des problèmes dans des filiales, Mhm, et ça dure pas très longtemps. En revanche, il y a des sociétés qui ont des filiales qui vont mal. Il se trouve qu'on parle, nous on parle un peu à tout le monde et que les concurrents vous disent enfin, cette activité-là, elle n'a jamais marché, mhm, etc. Et que vous voyez la société qui met 4 ans pour finalement la fermer, vous dites la qualité du management n'est pas extraordinaire. Voilà. mhm. Euh, Après, il y a des sociétés qui n'ont jamais marché au cours des 20 dernières années et qui, bon, et de temps en temps, on pense qu'elles vont marcher, mais bon, on devrait se dire que bon, quelque part, le management a des difficultés ou le secteur est trop difficile. Mhm. On peut Ok. difficilement séparer la difficulté d'un secteur et la qualité du management. Mhm. D'accord. Ok, donc vous pouvez Y a-t-il une poursuivre. question? Non, pour l'instant, ça va. Bon, moi, tout le monde est parti, c'est ça? Non, non, pas Euh, du tout. Non, non, tout le monde est encore là. alors, Indépendance AM, les singularités. C'est une société de gestion familiale. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un seul actionnaire qui est le holding familial Marley. Enfin, bientôt, les salariés se deviendront actionnaires, ça veut dire dans 2 ans parce qu'ils ont des agas, et qui affiche un historique de performance de. Oui, non, mais c'est amusant parce que on a dépassé les 30 ans, mais il y a des tas de documents qui restent près de 30 ans. Mais bon, on Ouais. finira par y arriver. Euh, avec le même processus d'investissement. En fait, j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire j'ai commencé à gérer ce fonds en septembre 92. Je me suis demandé comment on gérait un portefeuille. À l'époque, j'étais plutôt un analyste. En fait, j'étais un bon analyste. Mhm. Euh, et je suis allé voir mes concurrents ou mes collègues et découvert que
qu'en fait, il n'avait pas de théorie implicite derrière ce qu'il faisait. Moi, ça m'a troublé parce que je me suis dit, s'il n'y a pas une théorie, on peut pas savoir si ce qu'on fait marche ou marche pas. En février 93, dans The Economist, il y avait un article qui s'appelait Cheap and Cheerful, et qui expliquait que les faibles prix sur cash flow permettaient de battre le marché, et donc le fonds était un faible prix sur cash flow. Par ailleurs, bon, j'étais analyste financier et je savais que la croissance du bénéfice par action ne pouvait pas être supérieure à bénéfice mis en réserve sur fonds propres, sauf si vous accroissez l'endettement. Donc, dès le début, j'ai essayé d'investir dans des sociétés qui avaient une forte rentabilité des fonds propres. Donc, les deux critères, faible valo, forte rentabilité des fonds propres, c'est la base de ce qu'on fait depuis 30 ans. Au bout de 10 ans, j'ai introduit le momentum parce que pendant 10 ans, enfin, je ne veux pas dire pendant 10 ans, j'ai acheté des sociétés, plus ça baissait, plus j'en achetais, mais au moins au début des années 90, c'est ce que je faisais et ça marchait pas. Alors l'intérêt, on va revenir, on a le long terme pour Horizon, puisqu'on fait à peu près la même chose depuis 30 ans. Donc ce qui nous permet d'accepter d'avoir des périodes où ça marche pas. On sait que ça existe et qu'à la limite, il faut attendre que ça se calme. On a une structure familiale et indépendante et on a des intérêts alignés puisqu'en fait, je suis quand même un des gros actionnaires des différents fonds que nous gérons. Nous sommes spécialisés small cap. Attendez, désolé. Parce que c'est plus intéressant, parce que les dirigeants permettent on a des contacts avec des dirigeants et c'est sympathique, et qu'accessoirement, j'ai des doutes sur la possibilité de faire des prévisions correctes sur des grandes valeurs. Il se trouve que un jour dans ma vie professionnelle, j'ai travaillé chez Ron Poulain, et quand je suis arrivé, je me dis, je vais pouvoir calculer le bénéfice de l'année en cours, très facilement. La réponse, personne n'était capable de faire ça dans les sociétés. Et donc, j'en déduis que c'est compliqué, une grosse boîte. Voilà. On a une méthodologie stable, c'est quality value. On a de la chance, nous sommes très minoritaires, les quality value. Si vous regardez chez Morningstar, ils ont une espèce de carré où ils montrent les gens qui sont croissance et les gens qui sont quality value. On est à peu près 5% avec quality value. Donc pourquoi ça marche? Parce qu'on n'a pas de concurrents. Donc, comme on n'a pas de concurrents, c'est plus facile. C'est une méthodologie. En plus, comme ça marche, on se pose pas de questions métaphysiques. Et ça, c'est un gros avantage pour quelqu'un qui est maintenant, bon, pendant longtemps, j'étais seul, maintenant, on avait quand même une grosse équipe. Bon, quand vous faites 13% par an sur 30 ans, les gens n'ont pas envie de faire quelque chose de très différent. On a 2 fonds, on a 4, mais on a 2 fonds ouverts au public. Donc, France Small, Indépendance France Small, qui investit, comme son nom l'indique, en France, mais qui peut investir en Europe, qui est maintenant à 300 millions sous gestion, qui marche pas trop mal sur 1 an, 3 ans et 10 ans. Ce qui est intéressant, c'est sur les 10 dernières années, la value n'a pas marché. C'est-à-dire, si vous ne regardiez que les faibles valorisations, c'était pas extraordinaire, ou plutôt c'était mauvais. En revanche, si vous regardez les faibles valorisations et fortes rentabilités, vous étiez premier sur 41. En fait, si vous regardez le fonds Europe, ils sont deuxième sur 126 sur 5 ans, donc ça marche aussi sur l'Europe. Oui, pour la question, donc le fonds France est PEA, le fonds Europe est PEA-PM. Et il me semble qu'en plus, il y a des fonds ces fonds, on peut les mettre dans l'assurance vie, il me semble aussi en gestion libre. Oui, on est aussi avec notamment, je crois, 0 d'entrée. Ouais. Alors, juste pour demander. Alors, vous pouvez regarder sur H24.
Ouais. Alors, j'ai une Oui. petite question. Bon, vous, personnellement, lequel vous préférez, mais surtout une autre question. Pourquoi vous ne faites pas un fonds sur des valeurs, par exemple, américaines ou ailleurs? Pourquoi France et Europe et pas plus loin au niveau géographique? Parce que les Américains sont très bons, donc je pense qu'ils m'écraseraient. Ouais. Donc, D'accord. j'ai pas d'avantage compétitif. J'ai pas d'avantage compétitif aux États-Unis. D'accord. OK. Bon, comme ça, moi, c'est clair et net. Voilà. Donc, Euh, voilà, là, c'est pour rassurer ceux qui se disent que globalement, puisqu'on bat l'indice et qu'on prend plus de risques, on a quand même surperformé sur le fonds France sur 30 ans, 77% des années, et on a des performances positives 83% des années. Donc, il est hmm. difficile de dire qu'on est très risqué. Oui, surtout quand on voit les résultats sur 30 ans, on est pratiquement à 4000%. Le marché, enfin les petites valeurs, bon, globalement, ça marche pas depuis 5 ans, mais elles restent quand même elles ont été plus rentables que les grandes, puisqu'elles font 700 sur 30 ans contre les grandes qui Hmm. font 600, si on Mhm. arrondit brutalement. Euh, Là, on reprend un peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire pourquoi ça marche, hein, c'est parce qu'il y a deux leviers. Il y a un levier qui marche pas très bien depuis un certain temps, qui est la valorisation, c'est-à-dire globalement, si vous achetez des sociétés qui ont un price earning de 10 et que le marché est à 15, vous pouvez espérer que ce price earning, avec le temps, va monter tranquillement à 12. Bon, ce qui se produit, hein, Mhm. bon, à la fin de l'année dernière, on a acheté du Vallourec, ça avait un price earning de 6, maintenant c'est à 9. On a acheté du Coface avec un price earning de 7. Je pense qu'il est à 10, mais j'en suis pas sûr. Mhm. Voilà. En fait, c'est pour ça qu'on arrive à gagner de l'argent, hein. Mhm. Euh, sur Rheinmetall, le price earning était de 10. Ils ont dû doubler leurs résultats et le price earning est de 20. Donc, Mhm. effectivement, bon, les price earnings peuvent monter et peuvent difficilement baisser. Quand vous êtes à 10 ou à 7, ça baisse jamais. À 10, ça peut baisser à 7, mais c'est rare. Mhm. Euh, et la deuxième raison pour laquelle notre stratégie marche, c'est si vous avez une rentabilité élevée, vous avez les moyens d'investir, et si vous investissez correctement, votre bénéfice par action va monter. Et donc, à la limite, ça suffit pour avoir une certaine progression des coûts. Mhm. Voilà. Et nous, on a trouvé que finalement, ah oui, ce qu'on n'a pas dit, mais qu'on va dire maintenant, c'est on investit dans des sociétés en croissance, en fait. Mhm. En fait, pour être clair, quand la croissance est supérieure à 10%, le marché s'emballe et les gens adorent, et c'est pas pour nous. Quand c'est 5 à 7%, c'est pratiquement le cœur de ce qu'on fait. Mhm. Alors, juste pour répondre à deux, trois participants, ils disent voilà, vous avez actuellement investi dans Dassault Aviation, Sopra Steria, TF1. Alors pourquoi est-ce que vous avez d'autres convictions comme ça? Sopra Steria, c'était pas très cher, c'était un price earning de 10. Mhm. Euh, et le côté, bon, ils énervaient, enfin, on va dire ça, mais ils énervaient un peu le marché parce que ils avaient un logiciel, enfin, ils avaient des prétentions dans le logiciel de banque et Mhm. quelque part, ils n'ont pas réussi. Le fait qu'ils aient annoncé qu'ils allaient vendre ça à Axway a permis de simplifier un peu leur stratégie. Et d'où l'espèce de décode qu'ils avaient, parce que bon, au bout d'un certain temps, quand vous dites je vais faire des trucs merveilleux et vous faites rien, ça finit par énerver les Mhm. actionnaires. Donc on a du Sopra qui est plutôt moins cher que les petites sociétés que nous avions par ailleurs, du genre OB, Infotel, euh, voilà. Qu'est-ce on a parlé de TF1. TF1, c'était un price earning de 7. Bon, on admet que la télévision, la croissance est quand même faible. Mhm. C'est en On peut mutation. estimer que pardon?
C'est en mutation maintenant par rapport au nouveau TF1, réseau. c'est un Ouais. peu la limite. On estime que leurs plateformes VOD, TF1+, Mhm. pourraient leur permettre de ne pas décroître. Non, on D'accord. peut, voilà. Un pricing de 7 sans croissance, on peut faire ça. On Mhm. préfère c'est un peu limite. C'est un peu Mhm. limite. On préfère des sociétés qui ont de la croissance. On a estimé que, enfin voilà, la beauté de TF1, c'est le cash qu'ils génèrent tous les ans. Voilà. Mhm. Ils se sont complètement plantés pendant 5 ans, Mhm. c'est-à-dire ils ont voulu faire de l'internet, ils ont vendu à Reworld, c'était une catastrophe leur acquisition. On espère qu'au cours des prochaines années, soit ils nous versent un dividende élevé, soit ils arrivent à investir correctement l'argent que la télévision leur permet de gagner. Mhm. Mhm. Donc c'est pour ça qu'on a du TF1. Euh, et voilà, mais c'est des faibles valos. Bon, les sociétés informatiques, elles ont plutôt des pricing de 15 que de 10. D'accord. Ok. Alors là, j'ai une question complètement différente, mais ça concerne vos fonds en fait. C'est vrai que quand on va sur le site, d'ailleurs, même sur le site de Bourse Direct, quand on fait une recherche avec les fonds d'indépendance et expansion, parce qu'ils ont gardé l'ancien nom, on tombe sur France Mall. Il y a 3 France Mall. Il y a A, I, X. C'est quoi la différence? Alors, A, c'est le particulier. X, c'est D'accord. pour les sociétés. Et le dernier, c'est pour les gens qui veulent bien être bloqués 3 ans, donc ils paient un droit de souscription, mais ils ont des D'accord. frais de gestion plus faibles par la suite. D'accord. Voilà. C'était pour Sachant répondre à que, Alexandre. Ok, ouais. parce il y a pareil pour Europe Small. Il y a A, I, X aussi. Ouais, bah c'est la même chose pour tous les fonds. D'accord. De toute façon, la France Small, c'est éligible au PEA et Europe Small, c'est EPEA, EPEA, PME. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Bon, ben voilà, tout simplement. C'était pour répondre à Alexandre. Merci. Alors après, bon, il y a des belles histoires, mais honnêtement, n'importe quel actionnaire ou n'importe quel investisseur peut avoir des belles histoires, Oui, voilà. parce que, bon, globalement, si vous avez 40 sociétés, il faut vraiment avoir de la malchance pour qu'aucune d'entre elles ne monte rapidement. Mhm. On a aussi des mauvaises histoires. Vous avez dû en avoir. Oui, le pire, c'était je me rappelle très bien, c'était une obligation convertible Oula. qui Oui. rapportait du 14%. Oui. Et je savais que c'était risqué, mais je ne savais pas à l'époque que quand une action est réservée à la baisse, l'obligation est réservée à la baisse. Mhm. Et quand l'obligation pourrait coter, elle est elle-même réservée à la baisse, Oui. donc vous pouvez pas sortir. Ouais. Donc la boîte a fini par déposer le bilan. Ah. Et je l'ai traîné dans mon portefeuille pendant des années, parce que Mhm. bon, quelque part, on pouvait pas la vendre. Et ça me rappelait que j'avais été nul. C'était extrêmement désagréable. D'accord. Bon, ben voilà, parmi les mauvaises histoires, les mauvais souvenirs, mais je pense que chacun en a une, hein, enfin, ou du moins un mauvais souvenir, ça arrive à tout le Ouais. monde. Non, le Ok. pire, c'est un truc que j'avais appris par ailleurs. C'était une société qui devait s'appeler Rusidex. C'est quand il y a un cartel qui s'est épinglé par les autorités de la concurrence, il faut sortir des sociétés qui ont été membres du cartel parce que normalement la rentabilité s'effondre. Ouais. Ok. Bon, ben voilà. Voilà. Oui. Alors, oui, Il n'y a petite plus de questions. question. Que pensez-vous des banques, tiens? Que pensez-vous des banques? Alors moi, je fais jamais de banque, je trouve ça trop compliqué. En D'accord. plus, j'ai un vrai problème sur les banques. C'est elles sont terriblement réglementées. Mhm. Et deux, je vois pas très bien comment vous créez un avantage compétitif en prêtant de l'argent. Rien ne ressemble plus à l'argent que d'autres argent. Donc, sur quoi vous vous battez par rapport à votre concurrent. Donc, ça a deux côtés enfin,
difficile c'est difficile d'être banquier parce que vous vendez quelque chose que tous vos concurrents vendent et qu'en plus vous avez les autorités sur le dos qui vous contraint, qui ajoute des contraintes, de plus en plus de contraintes à ce que vous pouvez faire. Donc pour nous, jamais de banque. Voilà. Enfin, on ne devrait jamais dire jamais, mais disons, Oui. Alors du coup, c'est extrêmement rare qu'on investisse. ok. Alors du coup, pour répondre à Thomas, est-ce qu'il y a un secteur ou des secteurs que vous privilégiez ou que vous évitez, comme les banques? Alors les banques, on les fait pas. Oui, d'accord. Je ne veux pas dire qu'on ne le fera jamais, mais je ne sais pas en quelle année j'ai eu ma dernière bancaire, en fait. Ou alors, non, j'ai dû faire du factoring. Enfin, les banques qui font vraiment du crédit normal, a priori, on en a fait dans le temps, mais c'est bon. À l'époque, il y avait les certificats d'investissement des crédits agricoles qui valaient strictement rien. C'était des price earnings de 5, là on n'a pas résisté. Mais voilà, il faut vraiment que ça soit gratuit ou quasiment gratuit, mais a priori on ne fait pas de banque. D'accord, ok. On ne fait pas de bibliothèque, c'est évident. Oui. Parce que... Ouais. Voilà. Je savais qu'il y a plein de questions. Est-ce que vous avez encore quelques slides à faire défiler ou pas? Parce que je vois que le temps passe très très vite. Il est déjà 15h44. Ah, ça c'est les réponses. C'est pour les gens qui voudraient les réponses. Mais vous pouvez les trouver sur Internet. Hein, mais bon, quelque part, les questions n'ont pas énormément d'importance. Si vous ne croyez pas ce que j'ai dit au début en disant que les gens sont présomptueux, essayez de poser les mêmes questions ou d'autres à vos copains quand il y a une dizaine de personnes autour de vous. Et a priori, vous verrez que les gens sont présomptueux. Non, et ce qui est intéressant, oui, c'est ça. Et non, mais il faut être, en fait, je crois que pour être un investisseur, il faut douter de soi-même. C'est qu'en fait, on fait quand même un métier difficile et il faut surtout ne pas croire qu'on a des capacités extra-humaines de prévoir l'avenir ou de savoir si le dirigeant en face de vous dit la vérité ou est en train de vous de raconter ce qu'il a envie d'entendre. Voilà. D'accord. Alors, j'avais juste une question. Il y avait une question sur. Je vais juste partager mon écran parce qu'il y avait une question sur comment acheter en fait vos fonds. Alors, partager l'écran. Je vais voir si je peux montrer ça. Voilà. Donc, normalement, théoriquement, tout le monde doit voir à l'écran le site de Bourse Direct. Voilà, donc je suis allé sur le site dans marché. J'ai fait ici une recherche avancée, vous voyez, recherche avancée. Du coup, j'ai tapé dans la recherche avancée indépendance et vous arrivez directement sur, il y a 5 produits, dont 3 éligibles PEA-PME et 2 sélections 0%. Ça aussi, c'est pour notamment dans l'assurance vie. Vous savez qu'on a deux produits d'assurance vie, donc qui sont éligibles à l'assurance vie. Voilà, donc il suffit simplement, voilà, vous pouvez aller dessus. Bien évidemment. Sinon, vous pouvez aller aussi sur le site bien aussi donc de Indépendance, AM. Voilà, si je prends par exemple celui-là, donc quand je clique dessus, par exemple, ça, je crois que c'est le France. Vous voyez, voilà, donc ça c'est ça c'est Europe, vous voyez. Donc c'est éligible au PEA et PEA-PME, 0% donc dans l'assurance vie. Il suffit simplement de passer une souscription. Vous avez en dessous le détail du coup, le DIC, comme on appelle, document d'information, avec bien sûr les différentes notes, les performances, le code ISIN, bien évidemment, la valeur liquidative, les frais de gestion annuels, ainsi que les commissions de surperformance, s'il y en a, etc. Bien sûr, vous pouvez voir tout le détail du fonds, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, il suffit simplement de faire une souscription ou après un rachat. Voilà, tout simplement. Moi, c'est un petit peu
Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Est-ce qu'il y a peut-être une autre méthode? Je ne sais pas trop. Ah, on a perdu, je pense qu'on a perdu William, apparemment. William, apparemment, on l'a perdu. Ah, je pense qu'il revient. Oui. Ah, voilà, il est revenu. OK, voilà. Voilà. Non, je montrais simplement comment aller chercher un petit peu, comment faire une recherche sur notre site pour avoir accès à vos fonds. Voilà, tout simplement. Donc, vous pouvez très bien, dans votre PEH ou PEA-PME chez Bourse Direct, bien évidemment, souscrire et après, bien sûr, acheter le fonds France ou Europe. Voilà. Je pense que vous pouvez aussi aller sur le site directement de l'Indépendance. Il n'y a aucun problème. Alors, parfait. Est-ce qu'il y a une autre question de Valourec avec l'investissement de ArcelorMittal? Est-ce que c'est toujours une bonne affaire? Blablabla. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez répondre, William. Honnêtement, j'en sais rien. La Valo est raisonnable, c'est un price earning de 9. Apollo, c'est des gens très intelligents, ils ont vendu, donc s'ils ont vendu, c'est que le prix leur semblait correct. En plus, ils ont vendu à un prix inférieur au cours de bourse aujourd'hui. Donc les gens enfin nous on garde, hein, ce qui veut dire oui, quand je dis je garde, c'est que j'ai pas de conviction parce que j'achète pas et je vends pas. Mais bon, le marché a l'air d'être persuadé qu'ArcelorMittal va racheter les minoritaires. Pour être clair, c'est pas sûr. Disons bon, c'est pas. Disons simplement la valo est pas aberrante. Disons probablement avant la sortie d'Apollo, il y avait pas mal de gens, enfin les investisseurs institutionnels se disaient le jour où Apollo va devoir vendre son bloc, ils vont faire un discount et on va en bénéficier. Le fait que Apollo est vendu a fait que l'espérance du discount a disparu, qu'il y avait pas mal de vendeurs à découvert qui se disaient le jour où Apollo va sortir, le cours va baisser, je vais gagner de l'argent sur la vente à découvert, ils ont été obligés de se racheter. Donc il y a des petits phénomènes comme ça. Bon, Valorec est probablement une belle boîte aujourd'hui avec une valorisation à 9 fois, c'est pas aberrant. Il y a quand même des gros programmes d'investissement de Petrobras au Brésil et comme ils produisent au Brésil, a priori ils sont bien placés. Mais voilà, non mais 9 fois, le marché est à 15, donc il n'y a pas de... c'est pas aberrant comme valorisation. D'accord. Alors, moi, j'ai juste deux petites questions. Est-ce que si jamais vous avez beaucoup de souscriptions dans vos fonds, est-ce que vous allez les fermer? Première question. Et deuxième question, si jamais justement vous avez de plus en plus de souscriptions, à terme, est-ce qu'il n'y aura pas une dilution? Justement, étant donné que il y a peu d'entreprises value. Oui, il y a un jour, ça finira par être un problème. Bon, disons, on ne fermera pas les fonds parce que je l'ai fait une fois et c'était une catastrophe pour nos souscripteurs. En fait, parce que j'avais trouvé que le marché était trop euphorique. Résultat, je l'ai rouvert et c'était quand on a rouvert que c'était vraiment euphorique. Donc, on n'a aucune idée sur le niveau rationnel du marché. Donc, on laisse les investisseurs, enfin, les souscripteurs décider s'ils veulent investir aujourd'hui ou demain. Donc ça, c'est clair. On fera peut-être un soft closing sur le fonds européen parce que PEA-PME, c'est quand même relativement difficile de trouver beaucoup de sociétés éligibles. Donc PEA-PME, c'est un peu plus compliqué que la France. Bon, disons, on a un peu évolué sur... Enfin, en fait, tout dépend des périodes. Hein. Traditionnellement, les petites sociétés valaient rien par rapport aux moyennes. Enfin, quand je dis qu'elles valaient rien par rapport aux moyennes, il y avait une décote. L'année dernière, je n'ai pas trouvé cette décote. Donc, on est passé sur les moyennes. Bon, je peux pas dire qu'encore on a eu de la chance. On a eu de la chance parce que
il faut de la chance dans ce métier. Et effectivement, en plus, les small ont très très mal marché l'année dernière. Et nous, on Mhm. était passé, enfin sur le fonds France, on était plutôt sur les moyennes. Mais il y avait des moyennes qui valaient rien. Il y avait Rexel avec un pricing de 7, il y Mhm. avait Coface avec un pricing de 7, il y avait Valorec avec un pricing de 6. Donc, bon, de temps en temps, il y a des choses pas chères du tout au niveau des moyennes. Mhm. Et si jamais il y avait des choses gratuites au niveau des small, on reviendrait sur les small. Hein. Mhm. On est capable d'évoluer. Euh, mais bon, normalement, il y a toujours des. En fait, à la limite, la période la pire qu'on ait connue pour le fonds, c'était mars 2003, où toutes les Mhm. valos étaient identiques. En fait, Mhm. l'éventail des valorisations s'était refermé violemment, et donc on avait une valorisation proche du marché, mais ça voulait dire que les price earnings de 40 en 2000 étaient devenus 9, et les price earnings de 7 en 2000 étaient devenus 9 aussi. Donc nous, ça avait été plutôt bénéfique. Mais bon, en temps normal, les sociétés qui font rêver ont des price earnings de 20, 22. Mhm. Les sociétés normales ont un price earning de 15. Et les sociétés qui font pas rêver, c'est 10, 12. Et les sociétés que tout le monde a oubliées, c'est 7. Mhm. Mais bon, il y a peut-être des années où l'éventail est plus refermé. Et dans ces cas-là, on aura Mhm. oui, il y a eu des années où les pressings étaient élevés. Ça c'était 2018 où on a eu un pressing de 14 en début d'année, ce qui Mhm. pour nous est très très élevé. Et le résultat, bon, on a eu une mauvaise année. Mhm. Alors, Mais bon, pour répondre normalement, on juste arrive à trouver. pour répondre à un participant, que ce soit la Small France ou la Small Europe, vous faites la même chose. C'est simplement qu'en Europe, vous étendez vos recherches sur quel pays, par exemple, entre autres. Alors en fait, bizarrement, parce que je crois pas au timing, on a été très bon au timing. Mhm. C'est-à-dire qu'on était, disons, en 2018, on était très Europe du Nord, et ça a bien marché. Résultat, en 2021, on a probablement commencé à sortir de l'Europe du Nord, et c'est globalement depuis 22, ça va très mal en Europe. Enfin, en 21, on a dû sortir en 20, 21. En 23, ça va très mal en Europe du Nord, donc on revient en Europe du Nord. Et entre-temps, on a été très italien et l'Italie marche très bien. Euh, donc effectivement, il y a un avantage à avoir un terrain de chasse qui est quand même énorme. On avait trouvé une valeur espagnole qu'aucun Espagnol ne connaissait, qui s'appelait Prime, qui fabriquait des produits pas très compliqués pour les hôpitaux espagnols. Bon, il communiquait absolument pas, donc complètement inconnu. Et nous, on trouvait que, disons, je ne veux pas dire la pharmacie, mais les produits pour hôpitaux, normalement, sont bien valorisés dans le monde entier. Et un pricing de 10 pour ce secteur, on n'a pas résisté. Et bon, le fils a pris le pouvoir et a décidé qu'il allait faire de la communication et le cours a très très bien monté. Mhm. Euh, donc effectivement, bon, il y a quand même un truc positif d'avoir un terrain de chasse élevé. OK. Mais la Bon, France a le droit d'investir en dehors de la France. bien oui, 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 bien sûr. Bon, je crois on va pas tarder à clore donc ce webinaire. Une petite question encore juste de la part de Théo. C'est vrai, les investisseurs lisent de moins en moins le journal et autres enseignements, comme il dit, et se fient davantage à tous les médias, que ce soit ben, la télévision, Internet et tout ça. Est-ce que vous n'avez pas peur que les valeurs, ben, justement, value, tout ça, soient délaissées par le marché, faute justement d'exposition médiatique? Disons, je donne la même réponse que j'ai donnée avant. Soit les marchés sont rationnels et c'est un flux de dividendes actualisé et ça finit par s'imposer. Soit les marchés sont pas rationnels et dans ces cas-là, vous Mhm. faites n'importe quoi parce que c'est pas rationnel.
D'accord, ok. Alors là, c'est une question, je pense, un peu Non, et par personnelle. ailleurs, non, je vais donner Ouais. un autre argument. C'est attention, l'information a jamais été aussi disponible. Hmm. C'est-à-dire maintenant, vous allez sur le site d'une société, vous avez les communiqués, alors qu'avant c'était quand même plus compliqué, et vous avez des rapports annuels qui sont hyper détaillés. Donc Hmm. même s'il y a enfin il y a pratiquement plus de journaux, l'information elle est là, il suffit de la chercher. Hein. Hmm. Le seul Après, truc c'est qui vrai que les manque pour petites les entreprises, elles particuliers, publient c'est tous les 6 mois. Les petites entreprises, notamment Euronext Growth et les autres, publient que non, mais tous les c'est 6 mois. surtout alors. Non, mais il y a un problème avec la France, en fait, faut le dire, avec le fait que, notamment, l'association des sociétés cotées a beaucoup poussé à Euronext Growth, où là, les contraintes sont plus faibles. Oui, c'est ça. Mais si vous restez sur le marché réglementé, vous avez une C'est très tous les très trois bonne mois. qualité d'information. Ok. Et même sur Euronext Growth, les rapports annuels sont des bons rapports annuels. Si Hmm. vous avez un rapport annuel ou dans lequel il n'y a rien, il faut pas y aller, quoi. Oui, Hein. bien sûr. Ouais. Et Euh, Juste je pense qu'il y a une question un peu personnelle, donc vous allez lui répondre à Thomas. Est-ce que vous cherchez des collaborateurs? Si oui, comment faire? Ça n'a rien à voir avec le sujet du jour, mais bon, euh, pour le moment, non. Il se voilà. peut qu'on. Pour le moment, non. Voilà. Ok. Bon, ben, au pire, il faudra envoyer Thomas votre CV, vous contacter, vous allez sur le site de Indépendance AM et puis hop, vous envoyez. Voilà. Répétez, le A, c'est pour les. Ah oui, donc la classe A, c'est pour les particuliers. X, c'est pour les professionnels, c'est ça? Et I, c'est bloqué 3 ans, c'est ça? Pour les sociétés, ça c'est le charme du Luxembourg, c'est qu'il y a un petit impôt que les sociétés paient pas et que les particuliers paient. Voilà. Donc, Patrice, ce sera le A. Si vous voulez, si vous passez par le site de Bourse Direct pour mettre sur votre PEA ou PEA PME. Donc, c'est France Europe A et puis, non, c'est Europe Small A et France Small A. Voilà, tout simplement. OK? Bon, ben, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Ok. William, il est déjà 16 heures, donc ça fait déjà 1 heure et demie qu'on est en train de faire ce webinaire. Est-ce que vous voulez un petit mot de la fin, William? Non, j'espère que c'était pas trop embêtant comme présentation et je vous admire d'être resté jusqu'à la fin. Voilà, merci. Voilà. Ben, écoute, voilà. Donc, pour les personnes qui sont encore présentes, il y en a quand même encore beaucoup, il y aura un replay. J'ai déjà répondu à pas mal de participants. Voilà, donc la session est enregistrée. Donc, on va remettre bien sûr le replay sur notre chaîne YouTube de Bourse Direct. N'hésitez pas à aller voir donc le replay sur la chaîne YouTube de Bourse Direct. Voilà. Écoutez, William, je vous dis peut-être à bientôt. Merci beaucoup pour votre votre présentation. Voilà, donc je le rappelle à William, donc PDG co-gérant chez Indépendance AM. N'hésitez pas à aller sur le site. Maintenant, vous savez la différence entre le A, le X, le I. Voilà, sur le fond, France Small A et Europe Small, voilà, notamment ce dernier éligible PEA, PEA, PME et le France Small éligible au PEA. Voilà. Écoutez, William, excellente Merci. journée, bonne semaine et puis peut-être à une prochaine fois pour poursuivre la performance du coup. Ok. Hein. Merci. Au revoir, Christian. Allez, au revoir à tout le monde et puis merci.